Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'éducation à l'environnement. Et oui, nous vivons désormais dans une société à ce point urbanisée et coupée du lien avec la nature qu'il nous faut désormais des guides, des passeurs de nature pour retrouver, voire trouver ce lien pourtant absolument nécessaire pour la survie de notre propre espèce. Ces professionnels mettent en œuvre une véritable pédagogie pour nous sensibiliser, nous faire découvrir et nous amener à comprendre pourquoi et comment nous pouvons et devons protéger la nature. Avec nous, l'éducateur à l'environnement à l'association L'Atelier Vert, Yann Chassat. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Yann Chassat, bonjour. Bonjour Eric. Merci de me recevoir dans le cadre magnifique de l'ancien haras national de Rosières-aux-Salines en Meurthe-et-Moselle, dans lequel sont installés les bureaux de l'association L'Atelier Vert, au sein de laquelle vous êtes éducateur à l'environnement. Voilà, tout à fait. Donc, je suis éducateur à l'Atelier Vert depuis maintenant 7 ans. Et on travaille tous les jours à emmener notre public dehors, tout type de public, de la maternelle jusqu'à la formation professionnelle. Et on emmène les gens au contact de la nature. Donc ça fait partie de nos objectifs principaux à l'association. Et puis on fait aussi tout un tas d'initiatives nature, de la communication, mais également aussi des chantiers de protection ou d'aménagement naturel, tout pour la nature et la biodiversité de proximité. De quand date l'association de l'Atelier Vert, Yann Chassat, et combien de personnes aujourd'hui représentent cette association ? L'association a été créée en 2009 et aujourd'hui on compte environ 110 adhérents et on est 5 salariés. Avant de poursuivre notre entretien, Yann Chassat, je vous propose d'écouter Franck Vignat expliquer à Victor Noël d'où lui vient l'intérêt pour la nature. Je pense qu'on a une sensibilité déjà tout petit. Voilà. On est déjà, on regarde par terre les bestioles qui bougent. Voilà, c'est quelque chose, je pense qu'on a un peu en nous, quoi. Cette curiosité de la nature, tu vois. Comme toi, tu as à vouloir savoir qu'est-ce qui chante, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce que c'est que l'oiseau là. Après, ça, ou on le cultive ou on le cultive pas. Après, si on est vraiment intéressé, on achète des livres, on essaye de se renseigner un peu, et puis on sort beaucoup, on regarde comment que ça se passe. Et puis quand on a de la chance, on rencontre les bonnes personnes qui nous mettent sur les bons chemins et qui nous expliquent un peu le fonctionnement de la nature. D'accord. Mais c'est la passion, avant tout. C'est quelque chose qu'on a en nous, je pense. On fait pas ça pour le faire. Pour le faire, voilà. On fait ça parce qu'on est comme ça. Franck Vignat est un excellent réalisateur animalier lorrain que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir dans Durablement Vôtre. J'invite nos auditeurs à visionner ses films, notamment celui intitulé « L'odeur de l'herbe coupée » sur le renard roux et que l'on trouve aisément sur YouTube. Il répondait ici à Victor Noël, un très très jeune naturaliste et néanmoins photographe déjà talentueux. Ici dans une vidéo réalisée par ce même Victor en 2015. Vous devez apprécier, Yann Chassat, cette transmission de l'intérêt pour la nature. Ah, complètement. Et puis là, on sent de la part de Franck que c'est vraiment la passion qui parle et on voit l'intérêt en fait d'aller à l'extérieur, découvrir la nature, les animaux, ce qui nous entoure dès le plus jeune âge. Comment expliquez-vous, Yann Chassat, qu'aujourd'hui nous en sommes arrivés à avoir besoin, c'est tant mieux pour vous, mais de professionnels de la transmission de la connaissance de la nature ? Je pense que c'est vraiment un lien qui s'est perdu au fil du temps. Avant, l'éducation à l'environnement, ou en tout cas le contact avec le vivant, il se faisait avec les professeurs des écoles qui emmenaient leurs jeunes dehors, qui faisaient cours dehors tout simplement, qui observaient... C'était même avant les fameuses classes vertes. Voilà, complètement, qui observaient. Et puis encore avant ça, elle était faite forcément par la famille. Tout le monde avait au moins un oncle qui travaillait dans une ferme. Toutes les vacances d'été, de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire que d'aller dehors. Donc là, le lien, il se faisait obligatoirement. Il faut même rappeler à cet égard, Yann Chassat, l'origine des grandes vacances. C'était tout à fait du temps qui était libéré pour aller travailler au champ. Et oui, au moment des récoltes. Voilà, et donc c'est ça aussi, c'était un pied direct dans la nature. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ou quasiment plus, pour une toute petite partie de la société. Et en fait, on se retrouve avec des enfants qui ne vont jamais dehors. Et sans compter aussi l'urbanisation aujourd'hui, l'urbanité, pourrait-on dire, des enfants qui aujourd'hui vivent en ville
Et pour beaucoup, la seule connaissance qu'ils ont de la nature, c'est finalement le parc, peut-être qu'ils ont la chance d'avoir au pied de leur immeuble. S'ils ont de la chance, déjà, ils peuvent avoir un parc, mais pour beaucoup d'entre eux, même s'ils ont l'envie d'aller dehors, en fait, on leur interdit sous prétexte que l'extérieur, c'est quelque chose qui fait peur, il y a du danger, parce que justement, on est arrivé dans une société où les parents, même eux, c'est devenu quelque chose d'effrayant, en fait, la nature. En préparant cet entretien, Yann Chassat, vous m'expliquez, alors j'ai un peu du mal à vous croire, parce que je me suis dit, il se moque de moi, mais racontez-nous cette anecdote d'enfants qui arrivent en forêt, ici, en Meurthe-et-Moselle, autour, par exemple, de Rosières-aux-Salines, et qui vous demandent ce qu'ils vont trouver dans la nature. Ah, ça, c'est un bon exercice où c'est plutôt moi qui leur demande, à votre avis, qu'est-ce qu'on va voir ici ? Et alors, très souvent, les réponses, ça va des crocodiles. Et alors là, quand je dis ça, c'est pas seulement les enfants de maternelle, hein, c'est même des fois des collégiens qui pensent qu'il y a de l'ours en Lorraine, qui pensent qu'ils vont tomber sur des girafes. Voilà. Donc là, ça prouve bien. Ils connaissent un petit peu la nature, mais ils la connaissent par les écrans, par la télé. Et par contre, ils ne sont pas du tout ancrés dans la réalité du territoire et dans la biodiversité qu'il y a autour de nous. On a quand même du mal à le croire. Vous nous garantissez, Yann Chassat, que ce n'est pas une anecdote isolée, que ça représente aujourd'hui l'état de connaissance des enfants, alors peut-être aussi des moins jeunes, de l'environnement et de leur environnement au sens de ce qui nous entoure, de ce qui nous environne. Ah, bien sûr, il y a des disparités, hein. On a des écoles avec qui on travaille depuis longtemps où ça n'arrive plus, mais en tout cas, c'est pas une anecdote isolée et c'est quelque chose de récurrent. Cette disparition du lien avec la nature, Yann Chassat, elle est en même temps très très insidieuse, parce que vous évoquiez un oncle à la campagne, un père ou un grand-père particulièrement engagé, je ne sais pas, dans la protection des forêts, ou peut-être lui-même avec son potager, en tout cas qui emmène ses enfants ou ses petits-enfants dans la nature. C'est une disparition qui s'est faite finalement de façon totalement insidieuse et presque dans notre dos, sans que l'on en rende véritablement compte. Oui, c'est complètement insidieux et c'est aussi pour ça que c'est dangereux, parce qu'on ne se rend pas compte justement du fossé qu'il y a maintenant entre les enfants, mais aussi entre certains adultes et la nature, et on ne se rend pas compte non plus du bien que ça peut faire de retrouver ce contact. Et quand je parle du bien, c'est bien sûr du bien à terme au niveau de la protection, puisqu'on espère que ces enfants seront les éco-citoyens de demain, mais aussi du bien que ça peut faire à l'être pour lui-même, pour se ressourcer, prendre du temps et faire un peu une pause aussi avec un monde qui va très vite. Alors on entendait tout à l'heure Victor Noël, je le disais, ce vraiment jeune photographe. En même temps, vous avez dans votre, je ne sais pas si on dit clientèle, après tout c'est pas un gros mot, des enfants qui au contraire, même s'ils sont originaires de la ville, ont un intérêt, une passion comme ça pour la nature. Et parfois oui, et c'est ça qui est surprenant, c'est que parfois c'est presque les enfants les plus urbains qui connaissent bien aussi, ou peut-être parce qu'ils ont encore plus besoin que les autres, donc ils vont se documenter et ils font d'autres choses. On a vraiment tous les cas de figure. D'autant, vous le disiez, Yann Chassat, il n'y a que dehors que nous pouvons retrouver le lien qui nous unit à la nature. Et Louis Espinassou nous explique pourquoi. Le dehors, c'est un lieu d'éducation, qui offre une richesse, une multiplicité, une alternance qu'on ne trouvera jamais à l'intérieur. Il y a le fait que c'est le réel complet, et puis le réel, la complexité, la diversité. Et on grandit en se confrontant à la diversité. Chacun va y puiser. On ne va pas en faire des naturalistes. Moi, c'est pas du tout mon objectif. Mais la nature, le dehors, c'est un moyen d'éducation gigantesque. Le dehors, c'est les grandes orgues. Tu peux tout jouer avec un tambourin, ou le triangle, tu vas accompagner, etc. Mais tu peux pas tout jouer. Dehors, tu peux tout jouer. C'est les grandes orgues. Tu peux tout faire, tout ce que tu veux. Et chaque gamin, il va y puiser les choses qui lui conviennent. Durablement vôtre, Éric Mutcher. Louis Espinassou est éducateur à l'environnement, romancier et conteur. Il est connu entre autres pour ses livres pour la jeunesse et ses ouvrages sur l'animation nature. C'était un extrait d'une vidéo de compilation à partir des images du réseau École et Nature. Il vous parle, Yann Chassat, ce propos de Louis Espinassou.
Là, on est complètement dans le vrai et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, c'est quelque chose qui maintenant est prouvé, hein, le syndrome du manque de nature. Alors, c'est quoi ce fameux syndrome du manque de nature? Alors, le syndrome du manque de nature, en fait, ça explique aussi la montée de l'agressivité chez les jeunes enfants. C'est vraiment comme si, à force de les enfermer et de les couper complètement du monde, en fait, ça devient un peu la cocotte minute et puis ils sont aussi prêts à exploser. Voilà. Donc, ils ont vraiment besoin de l'extérieur, de se défouler physiquement, mais aussi d'être au contact du réel. C'est vrai que beaucoup de parents aujourd'hui pensent évidemment bien faire en faisant faire de nombreuses activités à leurs enfants, mais ça se limite peut-être à des sports en salle, des activités culturelles ou sportives. Ils ont peut-être quelquefois du mal à considérer le simple fait de faire une cabane dans la forêt comme une activité, Yann Chassat. Oui, il y a de ça complètement, c'est que d'être dehors, et même d'être dehors sans rien faire de productif, sans faire un match de foot en gagnant, même si j'ai absolument rien contre le foot, mais le fait d'être dehors sans produire, entre guillemets, en fait, c'est quand même très très important. Et on va retrouver, je parlais tout à l'heure, vraiment le fait d'être en lien avec le réel. Et l'enfant va pouvoir aussi lui-même vraiment se mettre en situation, se tester, grimper sur un morceau de bois, toucher la mousse humide qui peut l'attirer un petit peu. Mais tout ça, c'est dangereux, c'est sale, non, Yann Chassat, c'est des bébêtes. C'est inquiétant pour une maman qui laisse comme ça son enfant dans la nature sauvage et dangereuse. On peut comprendre que ça peut faire peur, mais quand on regarde, il y a vraiment très peu de danger. Et le vrai danger, c'est d'essayer de couper l'enfant de tous les dangers. Et le jour où il sera confronté à un vrai danger, il ne saura pas réagir. Alors que si on l'accompagne progressivement, si on l'amène dehors, on lui laisse faire ses choix, on lui laisse essayer des choses en lui donnant des règles, bien sûr, mais petit à petit, quand il va être face à un petit danger, il va essayer de le surmonter, ou quand il va être face à une crainte, il va venir voir l'adulte pour se rassurer. Et puis en fait, il va gagner en confiance en lui, et il va pouvoir vraiment apprécier pleinement et se rendre compte qu'il n'y a pas de danger. Alors quel est le public enfant, puisque vous parlez beaucoup d'enfants, Yann Chassat, mais on verra que l'Atelier Vert ne s'adresse pas qu'aux enfants. Quel est le public enfant auquel s'adressent aujourd'hui les activités de l'Atelier Vert? Alors ça commence tout petit, parce que même avec les crèches, par exemple, on peut commencer à aller tripatouiller dans un jardin, regarder les fleurs qui grandissent. Alors on n'a rien inventé, ça se fait dans les maternelles depuis longtemps, et puis avec l'éducation nationale, on observe pousser les graines, on observe des élevages de phasmes, par exemple, dans les écoles, mais c'est presque dommage que ça se contente qu'à ça, c'est-à-dire on plante sa petite graine dans un pot de yaourt humidifié, oui. Alors qu'en fait, il y a moyen d'aller dehors, voir un beau gros arbre qui a poussé là depuis des années. En même temps, on sait aussi aujourd'hui, et les professionnels de l'éducation nationale en particulier le savent bien, ça devient très très compliqué aujourd'hui d'emmener des gamins, des enfants dans la nature. D'où l'importance en fait de continuer à militer pour ça et à informer aussi les enseignants qu'on peut quand même toujours faire des sorties, même si c'est parfois difficile à organiser, et surtout de leur montrer les intérêts qui sont multiples, qui sont des intérêts pédagogiques, puisque la nature, c'est inépuisable en termes de formes, de couleurs, de ressources, d'applications concrètes. C'est ce que disait Louis Espinassou dans cet extrait. Voilà, et puis aussi en termes de ce qu'ils vont pouvoir en tirer au niveau de l'enseignement. On peut faire des maths dehors, on peut faire de la géographie dehors. C'est une très bonne idée. Et ça prend tout son sens. Et puis aussi, comme je disais, aussi au niveau de la santé et du développement mental et psychomoteur des enfants. Donc il n'y a pas de raison de ne pas aller dehors. Est-ce qu'à l'inverse, Yann Chassat, il n'y a pas le risque aussi de finalement aujourd'hui consommer de la nature comme on consomme n'importe quel autre produit? Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on observe et on essaye aussi de lutter contre ça. Alors on pourrait se dire, consommer de la nature, c'est déjà mieux que de consommer de la télé. Mais après, il ne faut pas que ça devienne non plus ce qu'on voit trop souvent aussi, c'est-à-dire l'enseignant qui se dédouane en disant « mais moi j'ai fait une sortie scolaire de fin d'année, j'ai fait une sortie alors il faut voir quel type de sortie et puis il faut voir quel cadre on donne à cette sortie, comment elle va être exploitée. C'est-à-dire, est-ce que là aussi vous observez des modifications comportementales après avoir emmené des enfants dans la nature, là peut-être pas forcément à l'issue d'une première sortie, mais ceux que vous accompagnez comme ça sur une certaine durée, Yann Chassat? Ce qui est intéressant d'observer, c'est quand on récupère des enseignants avec des classes comme ça, qui sont venus un petit peu des fois par dépit, c'est que le parc d'attractions était déjà complet et qu'ils n'ont pas pu faire autre chose, donc finalement ils nous appellent, vous pouvez pas nous faire une sortie en forêt, et puis en fait on se rend compte que l'enseignant, alors là il
découvrent complètement qu'on peut faire des choses extraordinaires, et parfois ça leur met un pied pour l'année d'après, avoir un travail plus diffus et continu tout au long de l'année. Donc ça, c'est sympa. Pour autant, on peut se demander si cette posture consumériste qu'on vient un peu de dénoncer avec vous, Yann Chassat, n'est pas finalement dans la nature humaine. Jamais assez, jamais trop, jamais content, toujours sans repos, jamais repu, jamais satisfait, toujours déçu, à mon grand regret. Jamais assez, jamais trop, jamais content, toujours sans repos, jamais repu, jamais satisfait, toujours déçu, à mon grand regret. Tout l'été, ça vire à l'obsession, toujours en soirée, à la recherche de sensations. Chaque matin, c'est la même chanson, mal à la tête, des grandes résolutions. Toujours à la recherche d'un vide à contenter, d'une envie, d'un besoin qu'on a d'abord créé. La frustration est vive, le bonheur apporté, il est derrière les vitrines, mais elles sont bien gardées. Les trésors sont cachés dans les supermarchés, au plus profond des tiroirs, caisse amasse les billets. Toujours plus, mais jamais à portée de la main, captif de mes désirs et des stocks en magasin. Toujours à la recherche d'un vide à contenter, d'une envie, d'un besoin qu'on a d'abord créé. La frustration est vive, le bonheur apporté, il est derrière les vitrines, mais elles sont bien gardées. Les trésors sont cachés dans les supermarchés, au plus profond des tiroirs, caisse amasse les billets. Toujours plus, mais jamais à portée de la main, captif de mes désirs et des stocks en magasin. Jamais assez, jamais trop, jamais content, toujours sans repos, jamais repu, jamais satisfait, toujours déçu, à mon grand regret. Jamais assez, jamais trop, jamais content, toujours sans repos, jamais repu, jamais satisfait, toujours déçu. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Jamais assez du groupe nancéen La Casa Bancal, fondé en 2001, extrait de leur 5e album studio intitulé Welcome, dont la sortie est prévue début 2017. Un groupe qui revendique haut et fort son AOM, appellation d'origine marginale, une vision décalée et fraternelle de la musique. Un groupe que vous connaissez, Yann Chassat ? Ah, c'est les régionaux de l'étape, là. On est carrément sur leur territoire. Ils viennent de Sommervillers, donc juste à côté. Et c'est un groupe qui vient régulièrement jouer sur des festivals ou sur des manifestations environnement. Alors, ce titre, Jamais assez, fait un peu écho au livre Toujours plus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir ce livre en main, sorti en 1982. C'était aux éditions Grasset, du journaliste François Decloset. Ah non, ça, par contre, je ne connais pas. Et ben voilà, je vous incite à lire. Best-seller, plus d'1 million d'exemplaires vendus au moment de sa sortie. Toujours plus, hein, c'est un peu le pendant du jamais assez. Est-ce que vous pensez que c'est une des raisons, des motifs, des leviers aujourd'hui du comportement de nos concitoyens de toujours vouloir accumuler plus, Yann Chassat ? Ça, c'est sûr, sur la consommation. Alors du coup, une réponse que peut apporter la nature, c'est vous en voulez toujours plus, mais en fait, regardez dans la nature, il y a encore plus que tout ce dont vous avez toujours rêvé. On s'en rend compte, nous, quand on fait par exemple des animations sur la musique verte ou les jouets rustiques. En fait, on peut montrer aux gens qu'avec 3 bouts de bois et 2 cailloux, on va faire des jeux qui vont durer peut-être plus longtemps. Que les cadeaux de Noël voilà. En plastique, qui auront peut-être juste la durée de vie de la soirée. L'atelier vert, Yann Chassat, où vous êtes éducateur à l'environnement, ne s'appelle pas l'atelier vert par hasard.
Dans Atelier Vert, il y a le côté atelier, on aime bien le bricolage, on aime que ce soit dynamique, on aime bien, on travaille le bois aussi également, on propose des aménagements naturels en bois et tout est fabriqué dans nos ateliers, donc c'est aussi pour ça. Et puis le côté vert, le côté nature bien sûr. Donc je pense que ça résume bien nos activités. On bricole et on va dehors, je pense que c'est un beau résumé. Alors, on vous entend aujourd'hui dans cette émission Durablement Vôtre, Yann Chassat, et on se dit, ça a l'air sympa, leur truc, comment je fais, qu'est-ce que je peux trouver comme animation? Est-ce que ce sont uniquement des animations le mercredi après-midi et peut-être le samedi? Est-ce que c'est toute l'année? Est-ce que c'est avec des parents? Est-ce que c'est un séjour? Racontez-nous comment ça se passe. Toutes les formes sont possibles. C'est vrai qu'on a des animations scolaires, bien sûr, tout au long de l'année, mais on a aussi beaucoup d'animations grand public, et la plupart sont ouvertes. Quand je dis ouverte, c'est-à-dire ouverte à tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire et participer aux sorties. On travaille notamment pour le département ou pour des communautés de communes qui souhaitent offrir sur leur territoire en fait, des sorties nature qui sont très très variées. Ça peut aller de la découverte du castor jusqu'à justement de la fabrication d'hôtels insectes. Donc tout ça c'est possible tout au long de l'année. Et puis vous avez un événement important qui se déroule tous les ans les derniers week-ends du mois d'août, Festival Sauvage, Yann Chassat. Festival Sauvage, c'est vraiment une grosse partie de notre projet associatif où on va mobiliser une centaine de bénévoles. On a parfois plus de 60 bénévoles par soir. C'est un festival itinérant, 4 jours, de découverte de la nature et de convivialité. On dit convivialité parce que c'est important de se dire qu'on n'est pas sur un festival de spécialistes avec des films qui vont être des documentaires très pointus adressés aux spécialistes. Comme c'est souvent le cas dans le milieu écolo, on peut dire écolo sans que ce soit péjoratif, où ce sont finalement des spécialistes qui s'adressent à des spécialistes et puis on aime bien être un peu dans l'entre-soi aussi, il faut bien le dire. En tout cas, c'est ce qu'on ne souhaite pas sur notre festival. On souhaite que ça reste une manifestation grand public et que ça donne envie à tout le monde de venir participer. Et c'est pour ça qu'on a une offre qui est proposée, qui est très large, d'ateliers, on va dire, pour les enfants, des ateliers très ludiques, un peu à la manière d'une grande kermesse, où les enfants vont pouvoir se déguiser en héron, essayer de pêcher dans une mare. Il y a un petit côté grotesque, ça fait rire, mais au moins ça fait parler de nature et avec un petit peu de légèreté. Le soir, on a aussi du ciné en plein air, où là, on va aussi sélectionner les films plutôt par leur côté amusant ou leur côté familial, que par leur côté militant au premier degré. Parce qu'on pense vraiment que le but, c'est de parler de nature, quoi qu'il en soit. Ce festival sauvage, Yann Chassat, est aussi pour l'association Levier d'insertion sociale. Complètement, puisque sur ce festival, en toute cohérence avec nos logiques aussi et nos démarches d'intégration, on essaye de faire participer un maximum d'autres associations sur les leviers du social. On a des jeunes qui sont en insertion, des jeunes qui sont parfois sur des mesures judiciaires et qui viennent aussi mettre la main à la pâte et puis venir donner un coup de main sur cet événement. Ça permet aussi de les valoriser. C'est parfois le point d'orgue de tout le travail qu'on mène toute l'année avec certains groupes. Et voilà, ça fait du lien entre tout ça. Votre festival, Yann Chassat, aurait sans doute beaucoup plu à cet artiste attachant, amoureux de la nature, qui nous a quittés en 1999 à 93 ans. La nature était pour lui son seul et véritable atelier. C'est seulement maintenant et après sa mort qu'on commence à dire des choses qu'il a dit depuis toujours, parler de l'importance de la naturalité plutôt que de simplement se contenter d'une nature gérée et qui n'est pas le reflet de ce que serait la nature sauvage et libre. C'est maintenant qu'on dit « et la nature, c'est très important, il n'y a pas que l'homme et puis son cadre de vie qu'il doit maintenir propre et en bon état, mais il faut qu'il reste de la nature sauvage, complète, à côté de lui. » Et ça, ces affirmations qui commencent à venir de plus en plus fréquemment dans la bouche des décideurs, des politiciens. Il est rejoint également par tous ceux qui sont des gens importants dans l'action qu'on peut avoir sur le milieu. On voit très bien que du côté des ingénieurs, et des forestiers pour commencer, bien sûr, et des autres ingénieurs, tout le monde se rassemble en fait autour de cette évidence. Et là où il est, dans son paradis des grandes chasses, je pense qu'il a un certain sourire. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. C'était Pierre Hénard, actuel président de la Fondation Hénard et fils du dessinateur, sculpteur, graveur et écrivain naturaliste suisse Robert Hénard, extrait d'un reportage diffusé en 2008 sur la chaîne de télé locale 8 Mont Blanc.
Vous souscrivez à ce propos sur la gestion de la nature, Yann Chassat? Alors, Robert Hénard est un des fondateurs de différents courants de pensée naturalistes et écologistes. Moi, ce que je trouve intéressant dans son discours et dans l'approche qu'il avait, c'est cette idée toujours de remettre la nature sauvage et libre au centre du débat. Aujourd'hui, on a souvent l'impression que la protection de la nature, ça passe forcément par de l'aménagement, ça passe forcément, on se dit, tiens, on a détruit d'un côté, donc qu'est-ce qu'il faut faire de l'autre pour que ça aille mieux? Et même si, en fonction des contextes, bien sûr, une intervention, on est les premiers à le faire, hein. Recréer une mare, bien sûr, ça fait une plus-value biodiversité sur un site où il y aurait plus beaucoup d'espèces ou ce genre de choses. Mais ce qui est important quand même, c'est de se dire, la nature, elle se débrouille aussi toute seule. Et à la limite, ce qui lui fait le plus de bien, c'est quand on arrête de s'en occuper et qu'on lui laisse toute sa place de sauvage. En même temps, est-ce que ce n'est pas justement le besoin viscéral de l'homme de justifier d'une certaine façon sa relation à la nature et de se dire il faut que je passe la tondeuse ou il faut que je fasse quelque chose parce que sinon, la nature me renvoie que finalement je suis un peu inutile et que la nature peut très bien se débrouiller sans moi. Oui, alors après, le travers, et ce qui peut être dangereux, c'est aussi de se dire, du coup, c'est bon, moi j'ai fait mon dû, c'est parce que j'ai recreusé 2 mares, maintenant je peux détruire à tout va. Alors bien sûr, là, on est sur des exemples très simples et qui sont un peu schématiques, souvent c'est plus complexe, mais c'est bien aussi, je trouve que les gestionnaires, parfois, prennent un peu de recul sur ce qu'ils font, pour se dire, avant de dire, tiens, ce qu'on fait, c'est intéressant, même quand on a parfois des suivis sur des années, des suivis naturalistes, des inventaires, c'est bien aussi parfois de se dire, tiens, si on n'avait rien fait, comment ça aurait évolué? Est-ce que ça aurait pas été mieux, quoi? En même temps, Yann Chassat, cette posture-là, on peut commencer à l'expérimenter chez soi, ne serait-ce que si on a un jardin. Cesser de passer la tondeuse, mais on va avoir des soucis avec ses voisins. On se rend bien compte que c'est une dimension à la fois culturel, voire quasi psychologique, que ce besoin d'intervenir. Le sauvage fait peur, hein, et dans l'étymologie même du mot sauvage, d'ailleurs j'aime bien revenir là-dessus, ça veut simplement dire le sauvage c'est celui qui vit dans les bois, donc il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'est ce qu'on en a fait qui le rend maintenant, celui qui vit dans les bois, il a quelque chose à cacher, et en fait notre rapport à la nature, et à la nature justement du jardin qui va pousser tout seul, ça fait peur aussi, parce qu'on perd notre emprise, on perd notre maîtrise. Et le regard des autres est très important là-dessus. L'exemple des tondeuses est un très bon exemple. Alors après, ce qui est bien, c'est de l'assumer et de pouvoir l'argumenter aussi en disant moi, cet endroit-là, je le tonds pas. C'est pas parce que j'ai pas le temps, c'est parce que j'ai envie de pas le tondre pour laisser un peu de liberté. Alors, on écoutait tout à l'heure Pierre Hénard, le fils de Robert Hénard, parler bien sûr de son père. J'ai à cet égard, je profite de l'occasion qu'il m'est donnée là, Yann Chassat, pour une anecdote. Robert Hénard me disait un jour, vous avez, parlant de moi, un nom à faire de l'affût. Vous savez pourquoi il m'a dit ça? Je suis bien curieux de... Parce qu'il m'a dit, vous avez un nom à coucher dehors. Voilà, la parenthèse historico-anecdotique. Yann Chassat, comment est-ce que l'Atelier Vert peut intervenir, alors aussi bien auprès des enfants, on ne peut évidemment pas partir sur un discours d'analyse psychologique, un peu à l'image de ce que vous venez de faire à l'instant, mais comment est-ce qu'on peut amener les enfants à découvrir un peu aussi un peu de leur nature sauvage finalement au fond d'eux? C'est leur laisser de la liberté de sortir en donnant des règles, mais et c'est aussi les accompagner vers ça, puisque si on leur dit juste vas-y, va jouer dehors, ça suffit pas. Donc nous, on est là aussi parfois pour mettre des noms sur les choses, sans rentrer non plus dans un travail trop technico-scientifique, mais ne serait-ce que donner des noms sur les choses, tel arbre c'est celui-là, tel animal il s'appelle comme ça, il fait ça. Ça rassure et donc on donne un cadre qui est propice à la découverte. À propos, vous nous avez amené un assenteur mouchet, Yann Chassat.
Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Ce n'est évidemment que le cri ou le chant en version numérique de la senteur mouchet que vous nous avez amené, Yann Chassat. L'espèce est bien sûr protégée et n'est pas question de le capturer si ce n'est en magnéto. Avec deux compères, c'est d'ailleurs ce que vous avez fait, et même vous en avez fait un livre, Yann Chassat. Oui, alors pas un livre spécialement sur l'accenteur mouchet, mais plutôt sur les sons qu'on va trouver dans la nature. Dont l'accenteur mouchet. Dont l'accenteur mouchet. Et l'accenteur mouchet est un excellent exemple, puisque c'est un oiseau qui est omniprésent partout, y compris en ville, et déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ne serait-ce que son nom, et on va dire que 99% des gens passent à côté en pensant que c'est un moineau. Alors, c'est pas péjoratif de penser que c'est un moineau. Le moineau est beau et intéressant aussi. Mais en tout cas, on a édité effectivement un livre qui s'appelle « Le guide du promeneur écoutant » et qui permet à l'oreille, comme ça, de reconnaître des espèces. Et pour l'accenteur mouchet, par exemple, c'est bien plus facile de le reconnaître à l'oreille. C'est une mélodie que tout le monde a déjà entendue dans les parcs et les jardins, que d'essayer de le reconnaître à la vue, surtout si on n'est pas un ornithologue déjà un petit peu expérimenté. Il est vrai aussi que très souvent on pensait que les gens de la campagne connaissaient ou connaissent la nature. C'est vrai, c'était vrai en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, Yann Chassat, on peut habiter en ville et être par exemple un excellent ornithologue, un parfait connaisseur des oiseaux ou un très bon botaniste, un très bon connaisseur des plantes et habiter au 15e étage quelque part en ville. Oui, d'autant plus que dans certains parcs urbains, on a des phénomènes qui sont intéressants avec le fait justement d'être dans un milieu urbain, donc un milieu qui est plus chaud qu'à la campagne. En hiver, on a certains oiseaux notamment qui préfèrent aller se réfugier dans les parcs urbains. Il est plus facile de les observer finalement en milieu urbain. Est-ce que des sorties, est-ce que des promenades, quand je dis promenade, ça n'est vraiment rien de péjoratif, mais en tout cas des animations nature, lorsque l'on découvre comme ça, par exemple avec le guide du promeneur écoutant en Lorraine entre les mains et surtout entre les oreilles, est-ce que est-ce que vous observez là encore une envie naissante, par exemple auprès d'un jeune ou de parents qui se disent, tiens, mais je prenais cet oiseau pour un moineau, je m'aperçois que c'est un accenteur mouchet, et puis je veux en savoir plus. Ce qui est intéressant, c'est justement d'utiliser tous ces sens. Donc effectivement, on dit avoir le guide dans les mains, mais en fait, on est sur le toucher. Avoir le guide dans les oreilles, on est sur l'écoute. Et en fait, la nature nous offre de quoi écouter, toucher, sentir, observer et se faire plaisir. Et c'est vraiment ça qui est important. Quand on veut sensibiliser, dans sensibiliser, il y a sens, il faut passer par tous les sens. Et ça, c'est vraiment une pratique qu'on essaye d'appliquer au quotidien dans nos animations, mais aussi sur les outils pédagogiques qu'on développe, comme justement ce guide du promeneur. C'est une continuité en fait entre le discours qu'on peut avoir lors d'animation et puis continuer à faire passer le message chez soi avec des supports comme le guide, mais aussi dans la nature avec des panneaux pédagogiques ou de la signalétique intelligente, on va dire. Quand on est quelqu'un comme vous, Yann Chassat, éducateur à l'environnement, on a évidemment une connaissance très générale, très généraliste, mais aussi très vaste de ce qui nous entoure. Ici, le guide du promeneur écoutant permet d'identifier rien qu'à l'oreille 116 espèces, il y en a bien sûr beaucoup plus en Lorraine. Est-ce que quand vous êtes comme ça en contact avec public lambda, ça vous donne pas envie des fois de hurler en disant mais vous en savez beaucoup plus sur votre smartphone ou sur le résultat du dernier match de foot que finalement cette nature qui nous entoure? Au contraire, il faut se servir de ça. Parce que quand les gens nous disent « Ouais, mais c'est difficile, moi j'arrive jamais à retenir les noms, moi j'arrive jamais... Les gens ont toujours des excuses, alors qu'en fait, il suffit de justement regarder un enfant, le nombre de personnages qu'il connaît de bande dessinée, le nombre de prénoms de héros de bande dessinée. Et le nombre de questions qu'il pose. Et le nombre de questions qu'il pose. Et en fait, de faire un transfert sur la nature, je pense que ça peut être une bonne chose. Encore une fois, j'ai rien contre les bandes dessinées non plus, mais en tout cas, tout le monde est en capacité. Et puis après, ces capacités, on les met aussi en face de ce qu'on a envie de se donner comme moyen. Donc moi, j'ai rien contre quelqu'un qui connaît rien à la nature, heureusement d'ailleurs, ça arrive assez souvent. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est même juste quand j'entends quelqu'un me dire « Oh, il est beau cet arbre, il est beau cet oiseau », à la limite, peu importe son nom. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu, Yann Chassat, une forme de responsabilité de la part des naturalistes, on va dire d'une façon générale, des écolos, même si le terme est encore très péjoratif, allez, gardons le terme de naturaliste,
on ne peut pas dire que ce soit un monde qui soit particulièrement enclin à la vulgarisation. Ça dépend desquels, mais je pense que pendant longtemps, on a pris les écolos pour des rigolos, des post-68ards, et que du coup, la réponse de ces personnes, ça a été de montrer qu'ils en savaient, qu'ils pouvaient avoir des démarches scientifiques, qu'ils pouvaient avoir des protocoles. Et en fait, aujourd'hui, c'est bien aussi de savoir s'en détacher. C'est pas parce qu'on vulgarise qu'on est moins bon, c'est qu'on essaye de rendre les choses plus accessibles. Et parfois, ça peut être aussi facile de devenir spécialiste d'une espèce et après de plus rien écouter de ce qui se passe autour. Et c'est un peu dommage, on se coupe du reste. Nous marquons une pause, Yann Chassat, avec une autre artiste nancéienne. Je veux te manger, mon loup, te passer à la casserole. Je vais prendre tes jambes à mon cou, te cuisiner me rend folle. Je veux te mariner, mon loup, te griller les moustaches à la poêle. Je vais te faire revenir à feu doux. Crois-moi, cette recette est au poil. Sweet, sweet honey, I love you, mon loup. Sweet, sweet honey, I love you. Je veux te déguster, mon loup, t'assaisonner avec magie. Je vais prendre le temps de te rendre fou, te ferai mijoter au bain-marie. Je veux te découper, mon loup, t'éplucher comme une orange. Tu ne feras plus de zeste du tout, et je n'aurai plus faim, c'est étrange. Ah, Sweet, sweet honey, I love you, mon loup. Ah, Sweet, sweet honey, I love you. Ton poivre et sel se mélangent comme sucré salé à mes cheveux d'ange. Ton poivre et sel se mélangent comme sucré salé à mes cheveux d'ange. Je veux te gaver, mon loup, que je te reste en travers. J'y mettrai tous les ingrédients, mon chou, et tu remettras le couvert. Tu vas me gâcher, mon loup, me rouler dans la farine. Tu t'imagines que cela a du goût? Je t'en ferai des tartines. Ah, Sweet, sweet honey, I love you, mon loup. Sweet, sweet honey, I love you. Durablement vôtre, Éric Mutschler. J'aime bien les pauses musicales que vous avez choisies pour notre entretien, Yann Chassat, d'abord parce qu'elles sont en plein dans le sujet de l'émission et ensuite parce qu'il s'agit d'artistes locaux. Précédemment, c'était le groupe nancéien La Casa Bancal avec Jamais Assez. Cette fois, c'est Laura Cahen, également nancéenne, avec ce titre Mon Loup, même si l'expression est ici un peu détournée. Détourné, mais ça montre bien aussi l'imaginaire qu'ont les gens autour du loup et puis l'importance qu'il a dans les expressions et dans l'imaginaire collectif. Yann Chassat, vous êtes né éducateur à l'environnement?
Moi, c'est vraiment une vocation, hein. Depuis tout petit. Alors au début, je formalisais ça, je me disais je vais être garde forestier parce que moi c'était l'image de celui qui travaille dans la nature, etc. Bon, après je me suis rendu compte que garde forestier c'était avant tout de la production d'arbres aujourd'hui, en tout cas pour la plupart des forestiers. Et en fait, ma deuxième passion c'est l'animation et transmettre aux gens. Et en fait, j'ai vu qu'il existait un métier qui permettait de lier les deux. Et donc, je me suis assez rapidement tourné vers ça. Alors, avant que vous nous racontiez la suite de votre parcours, Yann Chassat, comment se fait cette rencontre? Parce que vous dites « je découvre », ça veut dire qu'on n'est pas venu vous le proposer en disant « tu vois, là, par exemple, il y a des métiers, tu peux être médecin, tu peux être chirurgien, tu peux être... » Bon, mais tu peux aussi devenir éducateur à l'environnement. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on m'a proposé, c'était pas très connu non plus dans les réseaux. Je pense que c'est des métiers passion, et du coup, comme toute passion, moi, elle est née depuis tout petit. Et j'arrive à retracer assez souvent les différents temps forts qui m'ont fait aimer la nature et envie de sortir. Et justement, je pense qu'un des gros temps forts, alors quand j'étais tout petit, bien sûr, c'est les promenades à l'extérieur avec mes parents, la contemplation des paysages et de la nature. Mais j'ai un souvenir fort en colonie de vacances où un jour où justement on devait faire plein d'activités sportives et où pour je ne sais plus quelle raison, tout est tombé à l'eau et ils ont dit on va juste aller faire une promenade en forêt avec un animateur. Et en fait, je crois que c'était la meilleure promenade de ma vie. Aujourd'hui, le titre d'éducateur à l'environnement correspond à une formation, à un diplôme? Alors pas directement à un diplôme, il y a plusieurs formations, plusieurs diplômes de différents niveaux qui peuvent amener à être éducateur à l'environnement. Par exemple, le BPGEPS, donc diplôme niveau bac, porté par le Graine Lorraine, le réseau Lorrain. Mais il y a aussi tout un tas de formations connexes, comme le BTS-GPN, donc là on est sur du bac plus 2, qui amène une part d'éducation à l'environnement aussi. Et puis après, on peut aussi devenir éducateur à l'environnement en étant d'abord passionné de nature ou d'abord éducateur. Et par ces filières-là, arriver sur ce type de poste. Pour autant, aujourd'hui, Yann Chassat, un jeune qui vous écoute et qui dit « moi, je veux faire le métier que fait ce métier-là », est-ce que on peut aujourd'hui lui conseiller et des filières et puis aussi, on va pas forcément parler de carrière professionnelle, mais en tout cas, voilà, est-ce qu'on peut aujourd'hui vivre de ce métier ? Alors on peut vivre de ce métier, hein. Je pense que notre association en est la preuve vivante puisqu'on a 4 éducateurs professionnels. Après aujourd'hui, ce qui est quand même important de dire, même si les filières se structurent et qu'il y a de plus en plus de formations qui mettent ces mots-là sur ce métier, il faut se rappeler que c'est un métier passion et que la meilleure des formations, c'est d'abord de sortir et d'aller aussi au contact, d'aller à la rencontre des différentes structures qui font ça. Nous, on a régulièrement des stagiaires, bon, je pense qu'on leur apporte quelque chose, mais ça peut être aussi simplement faire des sorties naturalistes avec les associations locales. On en apprend toujours beaucoup plus que ce qui va nous être proposé sur le cursus scolaire. Yann Chassat, vous découvrez, vous le disiez, un jour en colonie de vacances, tout simplement le plaisir qu'on peut avoir à se promener, à être dans la nature. Quelle a été ensuite la suite de votre parcours ? Alors après, je suis d'abord parti sur un parcours assez classique, sur un bac scientifique, mais plutôt attiré par la SVT et la biologie. La science de la Terre. Voilà, les mathématiques et la physique, c'était pas forcément mon fort. Et puis, je suis ensuite parti sur un BTS-GPN, donc gestion et protection de la nature, qui avait à l'époque, il y a 10 ans, qui avait la dénomination animation nature et qui était proposé à Malzéville, Pic-Séricourt. Et puis, voilà, donc juste à côté de Nancy. Et puis, j'ai ensuite enchaîné sur une licence pro protection de l'environnement. Donc là où j'ai eu la chance de partir en Guyane, donc complètement d'autres écosystèmes, mais qui m'apportent aussi d'autres exemples sur la beauté de la nature. Et j'ai toujours fait aussi en parallèle de l'animation. Donc j'ai aussi passé le BAFA et fait 10 ans de colonie de vacances. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Yann Chassat, éducateur à l'environnement à l'association L'Atelier Vert installé à Rosières-aux-Salines en Meurthe-et-Moselle, c'est le moment de votre choix. On écoute. Je vis peinard dans mon terrier, l'orée du bois, la clé des champs. Et cette année, toute ma portée se porte bien, joue dans les champs. Y a du soleil, de la rosée, on va profiter du printemps. Assis les chasseurs d'à côté, pouvez m'oublier un instant. Je suis goupil toute l'année, c'est un travail à plein temps. Je
je dératise et je mulotte. Je suis utile, lâchez-moi le gland. Les mulots et les campagnols, les ravageurs qui vivent dans le sol, sans moi seraient bien trop nombreux. C'est l'équilibre, je joue mon rôle, et les prairies et les forêts, j'en fais partie, moi j'y suis né, moi je suis libre et si sauvage, je représente la liberté. Certains humains, jaloux de moi, me font la chasse et m'exterminent. Comme le blaireau, utile comme moi, on nous traite comme de la vermine. Et si demain je ne suis plus là, la campagne ne sera plus la même. Ma grande queue rousse sera coupée pour le plaisir des quelques mènes. Extrait de la chanson Monsieur Goupil de Tom Stagadon, encore un artiste lorrain, décidément, pour illustrer votre coup de gueule, Yann Chassat. Oui, c'est un artiste lunévillois et qui est très investi dans la protection de la nature, donc ça tombe bien. Alors pourquoi le choix de cette chanson de Tom Stagadon pour votre coup de gueule, Yann Chassat? Mon coup de gueule actuel, c'est vraiment la situation préoccupante du renard en Lorraine. Et c'est en même temps un coup de cœur parce que je vois que des personnes arrivent quand même à fédérer les associations sur des actions collectives. Et c'est pas si souvent, même dans le monde de l'environnement. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais du collectif Renard Grand Est, puisque Franck Vignal a dû venir en parler. Donc, que nous avons reçu au micro de Durablement Vôtre, bien sûr. Voilà, et donc là, ça fédère quand même une 50aine d'associations qui poussent tous ensemble un coup de gueule pour dire le renard, foutez-lui la paix, quoi. Alors, rappelez-nous la situation du renard en Lorraine actuellement, et puis peut-être aussi en profiter pour dire 2 mots sur le loup, Yann Chassat. Voilà, tout à fait. Donc, le renard, en fait, il peut être actuellement chassé, traqué tout au long de l'année, y compris en période de reproduction, de jour comme de nuit. Donc ça, c'est d'un côté la réalité de ce qu'il est possible de faire avec le renard. Donc déjà, c'est assez triste. En 2016. Voilà. Et d'un autre côté, on autorise aussi l'épandage de produits chimiques comme la bromadiolone pour faire baisser les populations de campagnols et de rongeurs, qui sont en fait ce que le renard mange naturellement. Donc là, on a un double discours qui, pour nous, association environnementale, est pas tenable, puisque d'un côté, on tue le prédateur naturel des campagnols et des rongeurs, et de l'autre côté, on autorise aussi l'épandage de produits chimiques qui vont aller beaucoup plus loin que juste tuer ces campagnols, qui vont se retrouver dans les sols, dans la terre, et qui vont se retrouver aussi dans toute la chaîne alimentaire derrière. Mais alors, Yann Chassat, je vous écoute et je me dis, mais que font les associations d'éducation à l'environnement? Il y a encore beaucoup de travail. Il faut peut-être commencer par, je ne sais pas, inviter les préfets à venir participer à vos ateliers, à l'atelier vert, d'autres associations, pour qu'ils comprennent ce que n'importe qui peut, la contradiction que n'importe qui peut comprendre de celle que vous venez d'expliquer à l'instant. Et nous, on anime pour tout le monde, donc y compris pour les préfets, donc il n'y a pas de souci. Non, après, ce qui est intéressant aussi, un petit peu triste, c'est voir le manque de discours et le manque de dialogue qu'il peut y avoir aussi avec les fédérations de chasse. Je veux dire, en animation, on essaye toujours justement de faire de la médiation, y compris entre les personnes, et de chercher des compromis qui vont à tout le monde. Et là, on est sur une situation qui est quand même préoccupante, puisque à la dernière enquête publique sur le renard, justement, il y avait quasiment 100% des gens qui étaient défavorables à la destruction du renard de jour comme de nuit, et l'arrêté préfectoral a quand même été pris. Donc là, ça montre que même quand les gens se fédèrent et même quand il y a des coups de gueule, c'est pas toujours entendu au niveau de l'État. Alors, qu'est-ce qui manque, selon vous ? Et puis j'aimerais que vous nous parliez également de la situation du loup. Ce qui manque, c'est un peu triste. On a eu beaucoup d'espoir avec le Grenelle de l'environnement, avec des initiatives comme ça qui montraient que le peuple pouvait encore changer les choses. Et aujourd'hui, on a des soucis aussi avec notre démocratie, qui est vraiment mise à mal. Et voilà, donc même quand le peuple s'exprime, il manque quelque chose. Alors on est certainement moins bon en communication, on a certainement encore du mal à se fédérer, donc on va encore essayer de faire mieux. Pour parler du loup, là c'est aussi un coup de gueule, ça fait quand même 150 ans plus de 150 ans qu'on a exterminé les loups. Là ils reviennent de manière naturelle, c'est complètement un symbole du monde sauvage, et en fait les premiers qui arrivent en Lorraine, tout de suite il y a aussi des arrêtés de destruction. Et ce qui est encore plus énervant, c'est qu'il y a des associations qui sont là pour faire la médiation. Et contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas du tout contre les éleveurs. Au contraire, les éleveurs, on comprend leur colère. Ils sont dans un mode de production et là, on a un nouveau facteur, le loup, qui vient effectivement faire du dégât. Ça, faut pas le nier.
Alors déjà, l'État est assez long pour les rembourser, donc ça c'est un peu triste. Ça va pas en faveur du loup. Mais en plus, ce qui est dommage, c'est que malgré une grosse mobilisation d'associations comme le GEML, Ferrus ou l'ASPAS, pour aller à la rencontre des éleveurs et leur proposer concrètement des solutions, on avait quand même des barrières anti-loup et des clôtures qui étaient efficaces. Et bien les éleveurs ne veulent pas, parce qu'en fait, ils ne veulent pas de loup, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part, Yann Chassat, nous sommes entre nous, on peut en parler, un défaut de, allez, appelons ça de crédibilité. Vous évoquiez à l'instant la communication, on le voit dans les pays anglo-saxons où les associations de protection de la nature sont beaucoup plus puissantes. En France, on a un peu du mal, malgré par exemple une opinion publique favorable au renard, eh bien les préfets peuvent prendre des mesures de destruction. On a aussi trop souvent encore cette image un peu d'ayatollah. Tout le monde pense que les environnementalistes vont être des extrémistes qui regardent uniquement leurs petits lopins de terre, etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi certains écologistes qui cultivent ça. On a des associations qui se montent uniquement parce qu'il y a un projet destructeur sur la commune, mais qui par contre, ces gens-là vont pas se mobiliser sur d'autres projets à plus grande échelle. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais globalement, on a quand même un manque de mobilisation et un manque de moyens, avec peu de soutien financier sur les actions et peu de soutien logistique et technique aussi. On est en période de crise, soi-disant, et du coup, on sabre aussi dans l'environnement, la culture. Merci Yann Chassat pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes éducateur à l'environnement à l'association L'Atelier Vert, installée dans le cadre magnifique de l'ancien haras national de Rosières-aux-Salines, en Meurthe-et-Moselle, et entre autres, co-auteur avec Marc Namblard et Sylvain Heuriot du guide du promeneur écoutant en Lorraine, qui permet de connaître ou de reconnaître à l'oreille 116 espèces d'animaux de la région, édité par l'Atelier Vert. Pour en savoir plus sur les nombreuses activités de l'Atelier Vert et pourquoi pas acquérir ce guide, mais aussi adhérer à l'association ou tout simplement participer aux sorties que vous organisez ou organiser un séjour, rendez-vous sur la page Facebook à l'adresse Asso l'Atelier Vert 54 ou sur le site www.l'ateliervert.org. Si vous aimez la radio et si vous souhaitez occuper utilement un peu de votre temps libre, quelles que soient vos compétences, rejoignez l'équipe de bénévoles de l'émission Durablement Vôtre en écrivant à contact@durablementvôtre.fr.